Au milieu du XXe siècle, les soucoupes volantes occupaient fréquemment la une des journaux, alors que les signalements d'observation d'OVNI se multipliaient aux États-Unis. Il n'est donc guère étonnant que les autorités américaines, et plus précisément l'armée de l'air, aient initié quelques programmes de courte durée. Parmi eux figuraient le Project Sign et le Project Grudge, dont la mission principale était d'étudier ces phénomènes. Ces initiatives furent suivies par ce qui demeure sans doute le plus célèbre d'entre eux, le Blue Book Project. Cette vaste enquête gouvernementale s'est déroulée entre 1951 et 1969. Elle fut lancée à l'initiative du major général Charles Cabell, un ancien responsable du renseignement au sein de l'armée de l'air américaine. Dans le cadre du projet Blue Book, plus de 12 600 rapports d'observation d'objets aériens non identifiés furent recueillis de manière rigoureuse. Suite à des analyses approfondies, la plupart d'entre eux se sont avérés avoir des explications naturelles et peu exceptionnelles. En revanche, une fraction des rapports ne put être évaluée en raison de l'insuffisance des données disponibles, ce qui contribua à l'affaiblissement du soutien apporté au projet. Officiellement, le projet Blue Book prit fin en décembre 1969. Toutefois, il semblerait que cette conclusion n'ait pas marqué la fin de l'intérêt des autorités américaines pour les phénomènes aériens inexpliqués. En effet, à la mi-décembre 2017, il fut révélé au grand public qu'un autre programme de recherche avait été mené secrètement à la fin des années 2000. D'après certains documents, près de 22 millions de dollars furent alloués sur une période de 4 ans à une initiative baptisée « Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées », plus connu sous l'acronyme AATIP. Lancé en 2007, ce programme avait pour vocation principale d'analyser les phénomènes OVNI. Il est fort probable que cette entreprise ait été motivée par l'énigmatique incident Tic Tac de 2004. C'est à cette période que plusieurs pilotes de l'armée de l'air américaine aperçurent des objets volants non identifiés au large des côtes californiennes. Ils parvinrent à les filmer, mais aucun d'entre eux ne fut en mesure d'expliquer la nature de ces phénomènes. Le comportement de ces objets défiait toute logique, comme si les lois de la physique leur étaient étrangères. Ils semblaient se déplacer à une vitesse extrême tout en effectuant des rotations imprévisibles. Cet événement semble avoir incité les autorités à enquêter pour tenter de les identifier. Dans le cas contraire, elles souhaitaient déterminer leur origine et évaluer la menace potentielle qu'ils représentaient. Lorsque le New York Times divulgua les détails de ce nouveau programme, les responsables affirmèrent que l'étude avait pris fin en 2012. Pourtant, certaines voix affirmèrent le contraire. Parmi elles figurait un ancien dirigeant du renseignement militaire, chargé du programme jusqu'à sa démission en octobre 2016. Quoi qu'il en soit, il convient d'examiner de près ce projet pour le moins énigmatique. En effet, les sujets de recherche financés ressemblaient à des concepts issus de la science-fiction, et notamment de Star Trek. Parmi les subventions accordées, l'une concernait l'étude des trous de verre traversables, portails stellaires et énergie négative, dirigée par Eric Davis d'Earth Tech International Incorporated. Une autre portait sur le camouflage d'invisibilité, tandis qu'un troisième axe explorait le moteur à distorsion, l'énergie noire et la manipulation des dimensions. Dirigée par un physicien théoricien affilié à l'organisation Icarus Interstellar. Comme mentionné précédemment, ces recherches ont bénéficié d'un financement d'au moins 22 millions de dollars. Toutefois, il est possible que ce montant soit considérablement plus élevé. Les raisons ayant motivé un tel investissement et les résultats obtenus demeurent inconnus du grand public. On peut supposer que les théories sur les moteurs à distorsion et les portails stellaires puissent intéresser des civilisations extraterrestres, capables de voyager à travers les galaxies pour atteindre notre planète. Malgré tout, certains observateurs ne cachent pas leur indignation face à l'attribution de fonds publics pour des recherches jugées aussi contestables. Une des plus grandes questions qui tourmentent l'esprit des astronomes et des gens ordinaires est la suivante. Pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé d'aliens? On pourrait penser qu'avec un univers aussi vaste, rempli d'une multitude d'étoiles et de planètes, nous serions déjà tombés sur quelques voisins extraterrestres. Cette question a été posée pour la première fois par le célèbre physicien Enrico Fermi, lors d'un déjeuner avec ses collègues scientifiques. Ils discutaient des observations d'OVNI et des extraterrestres lorsque, soudain, Fermi a lancé « Mais où est passé tout le monde ?» Cela ne semblait être qu'un commentaire anodin, mais il a déclenché un grand débat. Si l'univers est rempli d'étoiles, de planètes et d'une possible vie extraterrestre, comment se fait-il que nous n'ayons encore rien détecté?
Cette discussion a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Fermi. Il suppose que, d'après nos connaissances, des civilisations extraterrestres avancées devraient logiquement exister quelque part, potentiellement en grand nombre. Il semble probable qu'elles posséderaient une technologie capable de leur permettre de voyager dans l'espace, ou au moins d'émettre des signaux pour annoncer leur existence. Mais voici le hic. En dépit de toutes nos avancées technologiques, et de l'ampleur des recherches entreprises, nous n'avons pas encore trouvé d'indices crédibles de l'existence de ces civilisations avancées. Alors, où se trouvent-elles? Au fil des ans, diverses théories ont été formulées pour tenter de résoudre ce paradoxe. Examinons quelques-unes des plus intéressantes. L'hypothèse dite de la Terre rare propose que la Terre pourrait être tout simplement exceptionnelle et que les planètes comme la nôtre, capables de soutenir la vie, seraient extraordinairement rares. Selon cette idée, nous pourrions être la seule planète dans la Voie lactée à abriter la vie, ou du moins une vie intelligente. Nous pourrions également être la première civilisation intelligente de notre galaxie à atteindre ce niveau de développement. En d'autres termes, nous pourrions être des pionniers, aussi incroyables que cela puisse paraître. Cependant, il reste peu scientifique de miser sur un tel coup de chance. Certains pensent que des civilisations avancées pourraient avoir existé dans notre galaxie, mais qu'elles l'auraient désertée par la suite. Peut-être ont-elles développé des technologies de voyage interstellaire, leur permettant de naviguer entre les galaxies, ou peut-être utilisent-elles des moyens exotiques comme les trous de verre, ces structures hypothétiques qui relieraient des points éloignés de l'espace-temps. Elles auraient pu découvrir des lieux plus fascinants et hospitaliers où s'installer, loin de nous. Une hypothèse pessimiste est que, lorsqu'une civilisation devient trop avancée, elle finit par s'autodétruire. Que ce soit par des conflits, la dégradation de son environnement ou d'autres facteurs, il se pourrait que la plupart des civilisations ne survivent pas assez longtemps pour se consacrer à l'exploration spatiale. Imaginez à présent une civilisation avancée anéantie par une épidémie avant même d'avoir pu commencer à explorer les étoiles. En d'autres termes, il est plausible que les civilisations n'aient tout simplement pas le temps de persister assez longtemps pour en rencontrer d'autres. Une autre hypothèse, peu flatteuse pour notre propre technologie, est que ces extraterrestres emploient des méthodes de communication que nous sommes incapables de percevoir. Il est possible qu'ils utilisent des signaux qui échappent à notre compréhension actuelle de la physique. Bien que les scientifiques débattent de telles éventualités, aucune preuve tangible n'a encore été trouvée. Les extraterrestres pourraient aussi nous éviter exprès. Ils pourraient être présents quelque part, mais choisir de rester discrets, sans réelle urgence de se manifester tant que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Et en parlant de préparation, certains pensent que les extraterrestres attendent peut-être que nous atteignions un certain degré de développement pour établir le contact. Ils préféreraient sans doute éviter toute interférence avec notre évolution tant que nous n'avons pas atteint ce niveau d'avancement. Il est aussi envisageable que des civilisations avancées se tournent vers la réalité virtuelle. Si elles sont capables de vivre dans des mondes numériques, elles pourraient se désintéresser de l'exploration de l'univers physique. Pourquoi s'en soucieraient-elles ? Enfin, une autre théorie singulière suggère que certaines civilisations pourraient entrer dans une forme d'hibernation, attendant un refroidissement de l'univers, car cela pourrait être plus avantageux sur le plan énergétique. Et enfin, il existe cette hypothèse inquiétante selon laquelle notre univers entier pourrait être une simulation informatique, et que les extraterrestres se cacheraient délibérément de nous. Cela ressemblerait à un jeu vidéo qui ne dévoile ses secrets qu'au fur et à mesure que l'on progresse au fil des niveaux. Passons maintenant à l'examen des probabilités de vie ailleurs. Dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime qu'il existe probablement environ 20 milliards de planètes, dont la taille et la position dans la zone habitable sont similaires à celles de la Terre, ce qui signifie qu'elles se trouvent à une distance idéale de leurs étoiles, pour abriter de l'eau liquide. Mais parmi elles, combien abritent réellement la vie? La majeure partie? Quelques-unes seulement? Ou presque aucune? Et parmi celles qui possèdent la vie, combien hébergent des formes intelligentes capables de développer des technologies? Dans les années 60, un scientifique du nom de Frank Drake a tenté d'estimer le nombre de civilisations dans notre galaxie susceptibles de prendre contact avec nous. Il a ainsi formulé une équation célèbre, plus tard appelée l'équation de Drake. Bien qu'elle paraisse complexe, son principe reste relativement simple. Elle permet d'évaluer le nombre de civilisations intelligentes en se basant sur des facteurs tels que le taux de formation des étoiles, le nombre d'étoiles possédant des planètes, le potentiel de ces planètes à soutenir la vie et la durée de vie d'une civilisation. N est le nombre de civilisations intelligentes qui pourraient nous contacter. R est le taux moyen de formation d'étoiles dans notre galaxie. Fp est la fraction des étoiles possédant des planètes. Ne est le nombre moyen de planètes par étoile qui pourraient abriter la vie. Fl est la fraction de ces planètes où la vie se développe effectivement. Phi est la fraction où la vie intelligente émerge. Fc est la fraction des civilisations qui peuvent et désirent communiquer. Et L est la durée pendant laquelle ces civilisations existent avant de disparaître.
Le problème est que nous ne connaissons pas les valeurs précises de la plupart de ces paramètres. Par conséquent, lorsque nous insérons des chiffres que nous connaissons, mais avec de grandes marges d'erreur, les résultats sont eux aussi largement imprécis. Selon les valeurs retenues, le nombre de civilisations dans notre galaxie pourrait varier de presque 0 à plusieurs dizaines de milliers. Actuellement, la meilleure estimation que nous puissions proposer indique un chiffre très faible, proche de 0. En d'autres termes, bien que notre galaxie soit gigantesque, il est possible que nous soyons seuls ici, ou presque. Une des principales raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore rencontré d'extraterrestres est que, même s'ils existent, nous pourrions être incapables de leur rendre visite, du moins avec notre technologie actuelle. La vitesse de la lumière constitue une barrière absolue en physique, ce qui implique qu'aucun objet ne peut voyager plus vite qu'elle. Cela rend le voyage interstellaire d'une lenteur extrême. Les choses pourraient évoluer si des méthodes de voyage, telles que les trous de verre ou les moteurs à distorsion, s'avéraient impossibles. Peut-être qu'un jour ces concepts deviendront réalité, mais pour l'instant, il y a peu d'espoir. Bien que nous ne puissions pas rencontrer physiquement d'extraterrestres, il existe encore des moyens de les détecter. L'un des projets les plus importants à cet égard est SETI, ou Search for Extraterrestrial Intelligence. Les chercheurs de SETI utilisent de puissants télescopes pour détecter d'éventuels signaux radio émis par des planètes lointaines. Si une civilisation extraterrestre émet des signaux, il est possible que nous puissions les capter. De plus, avec des télescopes de plus en plus performants, nous pourrions être capables de saisir des clichés ultra détaillés de planètes lointaines et pourquoi pas de mondes similaires à la Terre, à plusieurs centaines d'années-lumière. Cela pourrait paver la voie dans la recherche de signes de vie extraterrestres. Quoi qu'il en soit, même si nous n'avons pas encore détecté d'aliens, la quête est loin d'être achevée. Que ce soit par des technologies de pointe, une meilleure compréhension des lois de la physique ou tout simplement en écoutant les étoiles, il se pourrait qu'un jour nous découvrions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et en attendant, la question « Où sont-ils tous ?» ne cesse d'attiser notre curiosité. Une théorie provocante suggère que la mystérieuse comète Oumuamua pourrait être une sonde de von Neumann. Un vaisseau spatial extraterrestre équipé de moteurs défectueux, errant sans contrôle à travers notre système solaire. Bien que cette idée soit troublante, il convient tout d'abord de préciser ce qu'est une sonde de von Neumann. Le mathématicien John von Neumann a introduit le concept de vaisseaux spatiaux capables de se répliquer eux-mêmes, imitant ainsi certaines caractéristiques des organismes vivants ou des virus. Ces vaisseaux hypothétiques, rapidement surnommés sondes de von Neumann, étaient envisagés comme une solution efficace pour accomplir des tâches à grande échelle, telles que l'exploitation des ressources des ceintures d'astéroïdes ou des lunes. Von Neumann estimait que leur capacité de reproduction exponentielle pourrait constituer un atout considérable pour leurs concepteurs. En théorie, une sonde autoréplicante pourrait être envoyée dans un système planétaire voisin afin d'y identifier des ressources. Ces matériaux, prélevés sur des lunes, des astéroïdes ou des géantes gazeuses, serviraient ensuite à fabriquer des copies de la sonde elle-même. Ces copies seraient à leur tour envoyées vers d'autres systèmes planétaires, tandis que la sonde d'origine continuerait à remplir son objectif principal au sein du système stellaire dont elle est issue. Ce modèle reproduit indéniablement les mécanismes de reproduction des bactéries, ce qui conduit certains experts à considérer que les machines de von Neumann pourraient être perçues comme une forme de vie artificielle. Par ailleurs, une théorie avance qu'un vaisseau spatial autoréplicant pourrait coloniser une galaxie de la taille de la Voie lactée en à peine un demi-million d'années, même en se limitant à des méthodes conventionnelles de voyage interstellaire. Autrement dit, il n'aurait pas besoin de recourir à une propulsion hypothétique dépassant la vitesse de la lumière. En 1981, le physicien, mathématicien et cosmologiste Frank Tipler a avancé l'idée que l'intelligence extraterrestre ne pouvait exister au motif que personne n'avait jamais observé de sonde de von Neumann. En supposant un rythme de réplication modéré, ces sondes devraient déjà être largement répandues dans l'univers. Leur absence d'observation soulève donc une question troublante. Cela pourrait-il signifier que l'intelligence extraterrestre n'existe pas ? Les astronomes Carl Sagan et William Newman ont apporté une réponse aux arguments de Tipler. Ils ont suggéré que ce dernier avait peut-être surestimé les taux de réplication possibles. Si ces sondes de von Neumann existaient, elles auraient déjà consommé une part significative de la masse de notre galaxie. Cela amène à penser que toute civilisation avancée éviterait délibérément de créer de telles sondes, ou s'efforcerait de les neutraliser dès leur détection. Une autre hypothèse avancée pour expliquer leur absence est que les civilisations capables de concevoir de tels dispositifs s'éteindraient vraisemblablement avant même de parvenir à les concevoir. En tout état de cause, la capacité présumée des sondes de von Neumann semble peu réaliste. Mais alors, comment interpréter Oumuamua ?
Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des outils d'imagerie avancés pour étudier une immense comète en forme de cigare, qui pourrait être, ou non, une sonde extraterrestre. Une hypothèse évoque qu'il s'agirait d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation inconnue, dont les moteurs seraient défectueux, dérivant ainsi à travers notre système solaire. Si tel était le cas, cet objet pourrait s'apparenter à une sonde de von Neumann. Le docteur Jason Wright, de l'université de Penn State, suggère qu'un vaisseau extraterrestre en panne pourrait adopter un comportement similaire à celui d'Oumuamua. Contrairement aux autres corps célestes, ce mystérieux voyageur de l'espace, mesurant environ 400 mètres de long pour 36 mètres de large, ne suit pas une trajectoire classique. Il semble tourbillonner à travers notre système solaire, se déplaçant actuellement à une vitesse d'environ 320 000 km/h. Dans son blog, le Dr Wright explique qu'un tel appareil, s'il était abandonné et incapable de quitter la galaxie, pourrait se thermaliser avec les étoiles environnantes, dérivant alors comme une comète ou un astéroïde interstellaire. Perte de contrôle d'attitude et rotation aléatoire deviendraient des signes distinctifs, le différenciant des astéroïdes classiques. Par ailleurs, même si ces systèmes de propulsion étaient hors service, ces émetteurs radio pourraient encore fonctionner. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pour l'instant que d'une théorie nécessitant des recherches approfondies. Selon vous, Oumuamua est-il simplement un objet rocheux ou une véritable sonde extraterrestre? Bonjour, je m'appelle Martin, je suis le créateur de cette chaîne, et aujourd'hui, je vais vous parler de rencontres intrigantes entre astronautes et objets non identifiés. En 1962, l'Américain John Glenn évolue en orbite autour de la Terre à bord de la capsule Friendship 7, lors du vol Mercury Atlas 6. En scrutant par le hublot, il aperçoit des lucioles. Enfin, ce ne sont peut-être pas réellement des lucioles, mais des points lumineux étranges regroupés autour de son vaisseau. Sans surprise, il tente d'y trouver une explication rationnelle. S'agirait-il de cristaux de glace issus des propulseurs de contrôle d'attitude au peroxyde d'hydrogène de l'engin spatial? Toutefois, Glenn ne parvient pas à associer leur apparition à l'utilisation de ces propulseurs. Le mystère demeure donc entier. Ce n'est que bien plus tard que la nature de ces lucioles fut découverte. Les vaisseaux spatiaux tendent à accumuler des nuages de débris et de particules autour d'eux. Lorsque les propulseurs de Glenn ont expulsé des jets de cristaux, nombre d'entre eux se sont accumulés dans ce nuage. Ils réfléchissaient à la lumière du soleil et interagissaient avec d'autres gaz, créant ainsi des scintillements. Le mystère des lucioles énigmatiques fut ainsi résolu. Mais cet incident ne constitue pas le cas le plus troublant. L'un des étranges phénomènes les plus célèbres observés dans l'espace trouve son origine lors de la mission Apollo 11. C'est à ce moment-là que Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont constaté la présence d'un ovni les suivant lors de leur trajet vers la Lune. Voici comment les astronautes ont décrit cet événement. Nous avons aperçu une lumière clignotante à une distance significative. Il y avait quelque chose là-bas, suffisamment proche pour être observé. La période d'incertitude fut brève. Les astronautes, en coordination avec le contrôle au sol, identifièrent rapidement l'objet. Il s'agissait d'un des 4 panneaux d'adaptateurs insérés entre le 3e étage et le module lunaire. Ces panneaux avaient été éjectés du 3e étage et l'un d'eux poursuivait la même trajectoire que le module lunaire, suivant l'équipage. En se déplaçant, il tournait et scintillait sous l'effet de la lumière solaire qui se réfléchissait sur sa surface. Une autre photo célèbre et troublante qui suggère la présence d'une vie extraterrestre sur la Lune a été prise par l'équipage d'Apollo 16. Alors que les astronautes quittaient notre satellite naturel, ils ont enregistré une vidéo dont seulement 4 secondes montrait une soucoupe volante presque parfaite, émettant une traînée de plasma. Pendant plus de 30 ans, cette vidéo a été utilisée par les passionnés pour prouver que des extraterrestres nous avaient rendu visite. Cependant, les scientifiques ont fini par remettre les pendules à l'heure. Ils ont découvert que, vu à travers la fenêtre de la caméra utilisée, l'objet filmé correspondait en réalité à un petit projecteur monté sur une perche sortie du côté de la capsule. Vu sous cet angle, le projecteur ressemblait exactement à une soucoupe volante, et la perche apparaissait comme la traînée de plasma. En fait, ce que l'on prenait pour des objets extraterrestres n'étaient que quelques boulons. Un autre rapport qui a suscité l'intérêt des amateurs d'ovnis provient de la mission Gemini 7. Les astronautes Frank Borman et Jim Lovell effectuaient ce que l'on appelle une manœuvre de football, destinée à les placer dans une position
d'où ils pouvaient effectuer des approches répétées de leur étage de propulsion Titan II à chaque orbite. Cependant, pendant cette manœuvre, Borman a signalé « Bogey à 10 heures vers le haut. Nous en avons plusieurs. Cela ressemble à des débris. Observation réelle. Nous avons également l'étage de propulsion en vue. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Cela ressemble à des centaines de petites particules accumulées sur la gauche à environ 5 ou 6 km. Cela semble former un chemin vers le véhicule à 90 degrés. Elles sont passées maintenant. Elles étaient en orbite polaire. » Lovell a également confirmé que l'étage de propulsion était en vue, tournant lentement avec le nuage de débris. Cela signifie-t-il que les particules Bogey, rapportées par Borman, ne pouvaient pas provenir du propulseur ou de ses débris? Après tout, elles se déplaçaient dans une direction différente, suivant une trajectoire distincte. Mais pas nécessairement, à vrai dire. Une analyse approfondie a révélé que ces particules étaient en réalité des flocons de glace, résultant du carburant résiduel du Titan II. Comme on le voit, les astronautes rapportent fréquemment avoir observé des phénomènes étranges en orbite. Cependant, la réaction de la NASA reste généralement décevante. Voyons maintenant comment elle a répondu aux déclarations d'un astronaute affirmant avoir vu des extraterrestres dans l'espace. La NASA ne suit pas les ovnis. La NASA n'est impliquée dans aucune tentative de dissimulation de la vie extraterrestre, que ce soit sur cette planète ou ailleurs dans l'univers. Il convient également de rappeler que « non identifié » ne signifie pas forcément identifié comme un vaisseau spatial extraterrestre. De nombreux objets se trouvent en orbite et de nombreuses choses voyagent lors de chaque mission spatiale. Par conséquent, nous continuerons à recevoir des rapports d'OVNI tant que les programmes spatiaux existeront. Une sphère de Dyson constitue un concept théorique d'envergure. Une structure colossale entourant une étoile, composée de plateformes orbitales disposées en formation compacte. Ce projet est envisagé comme une solution ultime, tant pour répondre aux besoins énergétiques que pour offrir un espace habitable. Une telle réalisation permettrait d'exploiter chaque rayon et toute la chaleur émise par l'étoile, tout en créant une immense surface de vie. La première personne à théoriser une construction aussi étrange fut le physicien théoricien américano-britannique Freeman Dyson. Selon lui, une civilisation extraterrestre intelligente pourrait envisager de construire cette sphère après avoir colonisé certaines lunes et planètes dans son voisinage stellaire local. Avec la croissance de leur population, ces extraterrestres auraient besoin de plus en plus d'énergie pour soutenir leur mode de vie. Dyson a estimé qu'en supposant une croissance démographique d'1% par an, cette civilisation verrait ses besoins en espace et en énergie multipliés par 1000 milliards en seulement 3 millénaires. Si son système solaire abritait un objet céleste de la taille de Jupiter, il lui serait possible de le démanteler pour en disperser la masse sous forme d'une coquille sphérique. En érigeant une structure à une distance équivalente au double de celle séparant la Terre du Soleil, la quantité de matériaux disponibles permettrait de créer une multitude de plateformes orbitales. Chacune de ces plateformes pourrait mesurer entre 6 et 10 pieds d'épaisseur, offrant ainsi à cette civilisation la possibilité de s'établir sur les faces orientées vers l'étoile. Une coque de cette épaisseur serait suffisamment solide pour être habitable et intégrer tout l'équipement nécessaire pour capter l'énergie solaire sans risquer de se rapprocher de l'étoile. Cependant, après avoir absorbé toute cette énergie solaire, la sphère devrait la réémettre pour éviter une accumulation qui la ferait inévitablement fondre. Ainsi, une étoile enveloppée dans une sphère de Dyson apparaîtrait assombrie, voire totalement occultée, selon la densité des plateformes orbitales. En même temps, elle émettrait un rayonnement inhabituellement intense dans les longueurs d'onde infrarouges, invisibles à l'œil nu. En raison de l'émission de rayonnement infrarouge, les sphères de Dyson sont classées parmi les technosignatures, des indices d'activité que les astronomes peuvent exploiter pour détecter des formes de vie intelligentes dans l'univers. Certains chercheurs terrestres possèdent des cartes infrarouges du ciel nocturne qu'ils scrutent dans l'espoir d'identifier de pareilles structures. Cependant, jusqu'à ce jour, aucune sphère de Dyson n'a été découverte. Toutefois, une étude a proposé plusieurs candidates pouvant être des sphères de Dyson. Les auteurs de cette recherche ont traité d'énormes quantités de données en utilisant un pipeline spécifique pour combiner et analyser les informations. L'un des critères essentiels de cette recherche est la détection d'un excès de rayonnement infrarouge, tout en veillant à distinguer ce rayonnement de celui émis par des objets naturels. Après avoir effectué un filtrage complexe de millions d'objets, les chercheurs ont donc identifié 7 candidates potentielles,
mais une analyse plus approfondie est nécessaire pour en confirmer la nature. Les scientifiques prévoient d'utiliser la spectroscopie optique, qui pourrait offrir des informations supplémentaires sur ces objets et leurs origines. Cependant, ils soulignent que ces candidates pourraient être également expliquées par d'autres phénomènes, comme des disques de débris ou des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles. Seules des recherches supplémentaires permettront de déterminer si ces objets sont vraiment des traces d'autres civilisations parmi les systèmes stellaires. Pour le moment, la question demeure sans réponse. Il est intéressant de noter que les sphères de Dyson ont souvent été abordées dans la science-fiction. Dès 1937, dans son roman Star Maker, Olaf Stapledon décrivait des systèmes d'une galaxie particulière, entourés par une brume de pièges à lumière, concentrant l'énergie solaire à des fins intelligentes, ce qui expliquait l'obscurcissement total de la galaxie. Dans un autre roman, Ringworld, l'auteur imaginait une structure artificielle en forme d'anneau, en orbite autour d'une étoile. L'incident de Roswell désigne un ensemble d'événements et de récits mythiques entourant la chute d'un objet inconnu en 1947. Peu après la découverte de débris composés de caoutchouc et de métal par le personnel de la base aérienne de Roswell, l'armée américaine a déclaré avoir récupéré ce qu'elle a qualifié de « disque volant ». Cependant, cette annonce, qui avait rapidement fait la une des journaux internationaux, a été démentie dès le lendemain. L'armée a alors affirmé qu'il ne s'agissait en réalité que d'un simple ballon météorologique. En 1978, un officier retraité de l'US Air Force a néanmoins révélé que cette explication était en fait une couverture. Selon lui, les débris auraient eu une origine extraterrestre, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses spéculations. La spéculation a gagné en popularité avec le livre The Roswell Incident, publié en 1980. Il a nourri des théories du complot sur les ovnis, devenant au fil du temps de plus en plus complexes et contradictoires. L'incident a été élargi pour inclure des accusations de dissimulation de preuves sur des civilisations extraterrestres, plusieurs soucoupes volantes écrasées, des corps d'extraterrestres et même la rétro-ingénierie de leur technologie. Cependant, aucune de ces affirmations ne repose sur des preuves concrètes. Malgré l'absence de preuves, de nombreux partisans des théories sur les ovnis continuent d'affirmer que les débris de Roswell proviennent d'un vaisseau écrasé et accusent les autorités d'avoir orchestré une vaste opération de dissimulation. Cette narration conspirationniste s'est depuis ancrée dans l'imaginaire collectif, apparaissant régulièrement dans les films, la littérature de science-fiction et les séries télévisées. Ce n'est donc pas un hasard si Roswell s'est imposé comme une destination incontournable pour le tourisme lié aux ovnis. Mais que s'est-il réellement passé dans cette région? L'explication initiale du gouvernement, évoquant un ballon météorologique, était effectivement mensongère. En 1994, l'armée de l'air a admis que les débris provenaient en réalité d'un ballon américain utilisé pour des opérations de surveillance. Cet appareil faisait partie du projet Mogul, une initiative visant à détecter les tests nucléaires potentiels effectués par d'autres nations. En 1997, un rapport de l'armée de l'air intitulé « Le rapport Roswell, affaire classée » a avancé que les récits sur escorts extraterrestres pourraient s'expliquer par des témoins civils ayant observé des mannequins utilisés pour des tests de parachute. Ce rapport suggérait également que ces témoins auraient mélangé plusieurs événements dans leurs souvenirs. Les matériaux du projet Mogul, les crashs de mannequins et d'autres incidents survenus dans la région. Pour de nombreux adeptes des théories sur les ovnis, ces explications furent aperçues comme une tentative des autorités de masquer leurs interactions avec des civilisations extraterrestres. En 1947, en plein engouement pour les soucoupes volantes, les témoignages sur des objets étranges dans le ciel étaient nombreux, beaucoup affirmant qu'il s'agissait de vaisseaux pilotés par des extraterrestres. C'est dans ce climat d'effervescence qu'un éleveur découvrit des débris atypiques près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Ces débris incluaient notamment du papier d'aluminium, des tiges et des bandes de caoutchouc. Un mois plus tard, il apporta ces éléments au shérif local, qui contacta la base aérienne de Roswell. Les militaires récupérèrent les débris et diffusèrent un communiqué de presse surprenant, affirmant avoir trouvé un disque volant dans un ranch de la région. Les raisons d'une telle déclaration restèrent obscures. Le Roswell Daily Record relaya immédiatement cette annonce et publia le 8 juillet un article intitulé « L'US Air Force récupère une soucoupe volante dans une ferme de la région de Roswell ». Toutefois, l'armée rétracta rapidement ces affirmations, déclarant qu'il s'agissait simplement d'un ballon météorologique équipé d'une cible radar, un dispositif ressemblant à un cerf-volant constitué de papier métallisé et de bois de balsa. Cette nouvelle version fut relayée par le Roswell Morning Dispatch dans un article intitulé « L'armée dément le disque volant de Roswell »,
tandis que le monde entier frémit d'excitation. C'était l'année 1952. L'Amérique fut soudain prise de la fièvre des soucoupes volantes. Une série d'étranges apparitions fut signalée dans le ciel au-dessus de Washington, la capitale. Étaient-ce des échos radars inexpliqués, des avions non identifiés, ou quelque chose de bien plus extraordinaire? Les observations d'OVNI à Washington au cours de l'été 1952 sont connues sous le nom de Big Flap. Mais tout a commencé en 1947, lorsqu'un pilote de recherche et de sauvetage a signalé 9 engins ressemblant à des soucoupes qui volaient, comme des oies, en diagonale. Leur vitesse dépassait selon lui les 1600 km/h. En l'espace de quelques semaines, des observations de soucoupes volantes ont été signalées dans 40 autres États. Plus tard, des explications ont été trouvées. Les observations étaient soit des canulars, soit des erreurs d'identification d'avions ou de phénomènes naturels connus. Mais quelques cas sont restés inexpliqués. En 1952, l'unité d'enquête sur les ovnis, appelée Project Blue Book, a été créée. Elle était dirigée par le capitaine Edward Ruppelt. Lui et son équipe auraient continué à enquêter sur quelques douzaines d'observations par mois si le magazine Life n'avait pas publié, en avril 1952, un titre accrocheur: Les soucoupes interplanétaires confirmées. L'article était assez convaincant. Il parlait de 10 incidents d'ovnis inexpliqués et affirmait que ces objets volants étaient d'origine extraterrestre. Selon le Washington Post, après la parution de l'article, le nombre d'observations d'OVNI a plus que sextuplé, passant de 23 en mars 1952 à 148 en juin. En juillet, la folie des ovnis battait son plein. Il ne manquait plus qu'une étincelle. Elle se produisit avant minuit, le samedi 19 juillet 1952. Un contrôleur aérien de l'aéroport national de Washington repéra 7 objets se déplaçant lentement sur son écran radar. Ils étaient loin de toute trajectoire de vol civil ou militaire. Il appela son supérieur et plaisanta, parlant d'une flotte de soucoupes volantes. Simultanément, 2 autres contrôleurs aériens de l'aéroport national repérèrent une étrange lumière brillante qui flottait au loin. Elle s'éloigna soudain à une vitesse vertigineuse. À la base aérienne d'Andrews, située à proximité, les opérateurs radars détectèrent les mêmes signaux non identifiés. Tout d'abord lents et groupés, ils s'éloignèrent ensuite à une vitesse supérieure à 11 000 km/h. Un contrôleur d'Andrews regarda par la fenêtre de sa tour et aperçut quelque chose qu'il décrivit plus tard comme une boule de feu orange pourvue d'une queue. Un pilote commercial, qui survolait la Virginie et la région de Washington, vit quant à lui 6 lumières brillantes ressemblant à des étoiles filantes. 2 avions à réaction furent envoyés à la recherche des ovnis, mais à chaque fois qu'ils s'approchèrent des endroits indiqués sur les écrans radars, les étranges signaux disparaissaient. À l'aube du 20 juillet, les objets avaient complètement disparu. Ruppelt, l'enquêteur principal du projet Blue Book, découvrit ces observations quelques jours plus tard, après s'être rendu à Washington et avoir lu des articles de presse. Il essaya de se rendre sur place afin d'interroger les opérateurs radars et les contrôleurs aériens, mais il ne fut pas autorisé à prendre sa voiture officielle. Il dut rentrer chez lui les mains vides. Quelques jours plus tard, les ovnis étaient de retour au-dessus de la capitale. Les mêmes signaux radars reparaissaient. Les opérateurs se demandaient si cette douzaine d'objets n'était pas due à une inversion de température. Il s'agit d'un phénomène courant durant les mois d'été chauds et torrides de Washington. Il se produit lorsqu'une couche d'air chaud se forme dans la basse atmosphère. Elle emprisonne l'air plus frais qui se trouve en dessous. Quand ça arrive, les signaux radars peuvent rebondir sur la couche à des angles peu élevés et donner l'impression d'objets proches du sol dans le ciel. Par mesure de sécurité, 2 autres avions furent envoyés à la poursuite des cibles non identifiées. Les appareils se dirigèrent vers un endroit indiqué par le radar, mais les signaux disparurent. Finalement, l'un des pilotes aperçut une lumière brillante au loin et se lança à sa poursuite. Mais malgré avoir atteint sa vitesse maximale, il ne réussit pas à rattraper les lumières. Lors d'une conférence de presse, les représentants de l'armée de l'air proposèrent au public les seules explications dont ils disposaient, à savoir la théorie de l'inversion de température. Par la suite, le nombre d'observations d'OVNI passa de 50 à 10 par jour.
Voici le télescope spatial James Webb. Et voici à quelle distance nous pouvons voir à travers ses yeux. C'est impressionnant. Mais zoomons plus loin, plus loin, plus loin. L'image devient de plus en plus floue. Attendez, quelle est cette ombre? Il s'agit d'un télescope géant capable de voir ces images apparemment floues dans les moindres détails. Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA sera lancé en 2027. Et il pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers, y compris la grande énigme de la matière noire. Ne vous inquiétez pas, James Webb continuera à nous montrer la beauté du cosmos et à résoudre tout un tas de mystères. Mais les astronomes ont une nouvelle mission ces jours-ci. Ils veulent déployer ce télescope spatial d'avenir, qui est encore plus grand. Et cette mission est déjà bien avancée. Le télescope spatial Nancy Grace Roman devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'astronomie. Les scientifiques espèrent qu'il permettra de recueillir plus de données que n'importe quelle autre mission de la NASA. Hubble et Webb sont incroyablement performants lorsqu'il s'agit de zoomer pour obtenir une vue nette et détaillée de petites parties du ciel. Le Nancy Grace Roman, quant à lui, nous offrira un champ de vision beaucoup plus large. Il sera capable de créer des images infrarouges 200 fois plus grandes que Hubble. Dans le même temps, il offrira un niveau de détail tout aussi élevé. Mais même si ce nouveau télescope est capable de produire des images parfaites, il sera principalement utilisé pour des relevés. Imaginons que nous ayons besoin d'étudier la population d'étoiles d'une galaxie proche, mais que le champ de vision est trop grand pour Hubble. Si nous l'utilisons, nous devrons assembler de nombreux clichés différents et créer des espèces de mosaïques. Mais avec ce nouveau joujou, il est possible de prendre une photo de toute la galaxie en une seule fois. Regardez cette mosaïque récente de notre voisine, la galaxie d'Andromède. Cette image a été réalisée à partir de 400 images individuelles prises par Hubble. Eh bien, le Nancy Grace Roman peindra la même image ultra vaste avec le même niveau de détail, mais avec seulement 2 images. Cela n'a pas seulement l'air cool, ça représente aussi une quantité sans précédent de données collectées. Lorsque nous disposerons d'une telle vue panoramique de l'univers, la NASA et d'autres agences spatiales seront probablement en mesure de répondre à certaines des plus grandes questions qui intriguent l'humanité depuis des lustres. L'un des principaux objectifs est de tester la théorie de la relativité proposée par Albert Einstein. Cette théorie a été bien testée à l'échelle de notre système solaire, mais pas vraiment à des échelles cosmologiques plus vastes. Selon cette théorie, la matière visible est censée ralentir l'expansion de l'univers. Or, l'univers ne cesse de s'étendre, et ce de plus en plus vite. Les astronomes attribuent donc cette vitesse d'expansion sans cesse croissante à une composante mystérieuse, l'énergie noire. Ils pensent qu'elle représente environ 68% de l'univers. Avec un peu de chance, ce nouveau télescope nous fournira des données qui nous aideront à mesurer avec précision la position et la distance qui nous séparent de millions d'autres galaxies. Ensuite, il pourrait nous permettre de déterminer le taux d'expansion de l'univers dans différentes régions. Enfin, les résultats pourraient nous indiquer si la théorie de la gravité d'Einstein doit être modifiée. L'un des principaux objectifs du Nancy Grace Roman est de détecter des centaines et des milliers de nouvelles exoplanètes dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce télescope sera capable de le faire en utilisant la technique connue sous le nom de micro-lentilles gravitationnelles. Lorsque 2 étoiles sont alignées l'une sur l'autre, celle qui se trouve à l'avant déforme et amplifie la lumière de l'autre étoile, située à l'arrière. Et si l'étoile au premier plan possède une planète, nous pouvons voir comment cette planète affecte la lumière de l'étoile située derrière elle. On espère que le Nancy Grace Roman comptera des milliards d'étoiles, ce qui nous permettra d'obtenir un très bon recensement du nombre d'exoplanètes présentes près de ces étoiles. Le télescope de pointe ne se contentera pas de repérer de nouvelles exoplanètes. Il sera également équipé d'un autre instrument essentiel, le coronographe. Il permet d'obtenir des images des exoplanètes proches de leur étoile mère. Il s'agit en fait d'une technique extrêmement complexe, car la lumière de l'étoile doit être supprimée. Après tout, elle est beaucoup plus brillante que les objets que l'on souhaite étudier. Par ces objets, j'entends les planètes proches. Le chronographe du télescope tentera de détecter directement les grosses planètes de type Jupiter, en effectuant des corrections en direct pour améliorer la qualité des images. S'il fonctionne correctement, le télescope constituera un excellent instrument de démonstration, qui servira de base à la technologie utilisée dans les futurs observatoires spatiaux. Ces observatoires seront capables de repérer directement des planètes semblables à la Terre dans la zone habitable de leur étoile mère. Mais ce nouveau télescope spatial n'est pas le seul projet susceptible de modifier notre façon d'explorer l'espace. Il existe d'autres concepts, comme Nautilus. Il s'agit d'un télescope spatial révolutionnaire, basé sur une nouvelle technologie, des éléments optiques spéciaux. Ces éléments peuvent potentiellement nous permettre de surmonter les principales limitations des télescopes spatiaux, à savoir des miroirs primaires non extensibles. La technologie Nautilus peut fournir des télescopes à grande ouverture mais ultra légers, ce qui permettra le lancement d'une flotte massive d'engins identiques.
Ils auront un impressionnant pouvoir de collecte de la lumière, ce qui nous permettra d'étudier des milliers de planètes de la taille de la Terre situées dans la zone habitable de leur étoile. Nous pourrions ainsi détecter des signatures atmosphériques témoignant de la présence de la vie sur ces planètes. Au cours des 2 derniers milliards d'années, l'atmosphère de notre planète a changé de façon spectaculaire. L'abondance d'oxygène moléculaire libre et d'ozone, qui sont des gaz très réactifs, ainsi que la vapeur d'eau et le méthane, représentent une composition atmosphérique unique. La présence de ces biosignatures dans l'atmosphère de notre planète est un signe de vie qui peut être détecté à distance. Nous parlons ici de distance galactique. Mais pour identifier ces empreintes de composants atmosphériques dans la lumière réfléchie ou transmise par l'atmosphère de planètes semblables à la Terre, nous avons besoin de très grands télescopes. La mission Kepler de la NASA a découvert plus de 4000 planètes. Et pourtant, aucun télescope spatial existant, ou même en projet, n'a un diamètre suffisant pour rechercher la vie dans l'atmosphère des exoplanètes. Il est très difficile de détecter et d'interpréter correctement les observations de vie extraterrestre. Mais l'équipe de Nautilus espère construire un télescope capable d'étudier des milliers de planètes semblables à la Terre. Enfin, il y a la mission Euclide de l'Agence spatiale européenne. Elle vise à explorer la composition et l'évolution de l'univers sombre. La mission porte le nom du mathématicien grec Euclide, qui vivait à Alexandrie environ 300 ans avant notre ère. Il a fondé la géométrie. La densité de l'énergie et de la matière étant étroitement liée à la géométrie de l'univers, la mission a été baptisée en son honneur. Ce télescope spatial créera une grande carte en 3 dimensions de la structure à grande échelle de l'univers à travers l'espace et le temps. Pour ce faire, il observera des milliards de galaxies sur plus d'un tiers du ciel. Euclide tentera de comprendre comment l'univers s'est étendu et comment sa structure s'est formée au cours de l'histoire cosmique. Avec un peu de chance, il permettra d'en savoir plus sur le rôle de la gravité et sur la nature même de la matière noire et de l'énergie noire. Comme nous le savons déjà, l'énergie noire accélère probablement l'expansion de l'univers. Quant à la matière noire, elle contrôle la croissance des structures cosmiques. Mais les experts ne savent toujours pas ce que sont l'énergie noire et la matière noire. En observant l'évolution de l'univers au cours des 10 derniers milliards d'années, nous pourrions enfin comprendre comment il s'est développé et a changé. Les astronomes pourraient en déduire les propriétés de l'énergie noire, de la matière noire et de la gravité. Cela pourrait nous aider à en savoir plus sur leur nature exacte. L'engin spatial Euclide mesure environ 4,5 mètres de haut et 3,6 mètres de large. Il se compose de 2 éléments principaux, le module de charge utile et le module de service. Le module de charge utile comprend un télescope d'1 mètre de diamètre et 2 instruments scientifiques, une caméra à longueur d'onde visible et un spectromètre à infrarouge proche. Le module de service, quant à lui, contient les systèmes du satellite, notamment pour la production et la distribution d'énergie électrique, l'électronique de traitement des données, l'équipement de contrôle thermique, et ainsi de suite. 1994, il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les 2 silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Van Tillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit, comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisant.
et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont en repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorants chimiques ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savailles ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leur chance de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique
et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco, mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Au milieu du XXe siècle, les soucoupes volantes occupaient fréquemment la une des journaux, alors que les signalements d'observation d'OVNI se multipliaient aux États-Unis. Il n'est donc guère étonnant que les autorités américaines, et plus précisément l'armée de l'air, aient initié quelques programmes de courte durée. Parmi eux figuraient le Project Sign et le Project Grudge, dont la mission principale était d'étudier ces phénomènes. Ces initiatives furent suivies par ce qui demeure sans doute le plus célèbre d'entre eux, le Blue Book Project. Cette vaste enquête gouvernementale s'est déroulée entre 1951 et 1969. Elle fut lancée à l'initiative du major général Charles Cabell, un ancien responsable du renseignement au sein de l'armée de l'air américaine. Dans le cadre du projet Blue Book, plus de 12 600 rapports d'observation d'objets aériens non identifiés furent recueillis de manière rigoureuse. Suite à des analyses approfondies, la plupart d'entre eux se sont avérés avoir des explications naturelles et peu exceptionnelles. En revanche, une fraction des rapports ne put être évaluée en raison de l'insuffisance des données disponibles, ce qui contribua à l'affaiblissement du soutien apporté au projet. Officiellement, le projet Blue Book prit fin en décembre 1969. Toutefois, il semblerait que cette conclusion n'ait pas marqué la fin de l'intérêt des autorités américaines pour les phénomènes aériens inexpliqués. En effet, à la mi-décembre 2017, il fut révélé au grand public qu'un autre programme de recherche avait été mené secrètement à la fin des années 2000. D'après certains documents, près de 22 millions de dollars furent alloués sur une période de 4 ans à une initiative baptisée « Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées », plus connu sous l'acronyme AATIP. Lancé en 2007, ce programme avait pour vocation principale d'analyser les phénomènes OVNI. Il est fort probable que cette entreprise ait été motivée par l'énigmatique incident Tic Tac de 2004. C'est à cette période que plusieurs pilotes de l'armée de l'air américaine aperçurent des objets volants non identifiés au large des côtes californiennes. Ils parvinrent à les filmer, mais aucun d'entre eux ne fut en mesure d'expliquer la nature de ces phénomènes. Le comportement de ces objets défiait toute logique, comme si les lois de la physique leur étaient étrangères. Ils semblaient se déplacer à une vitesse extrême tout en effectuant des rotations imprévisibles. Cet événement semble avoir incité les autorités à enquêter pour tenter de les identifier. Dans le cas contraire, elles souhaitaient déterminer leur origine et évaluer la menace potentielle qu'ils représentaient. Lorsque le New York Times divulgua les détails de ce nouveau programme, les responsables affirmèrent que l'étude avait pris fin en 2012. Pourtant, certaines voix affirmèrent le contraire.
Parmi elles figurait un ancien dirigeant du renseignement militaire, chargé du programme jusqu'à sa démission en octobre 2016. Quoi qu'il en soit, il convient d'examiner de près ce projet pour le moins énigmatique. En effet, les sujets de recherche financés ressemblaient à des concepts issus de la science-fiction, et notamment de Star Trek. Parmi les subventions accordées, l'une concernait l'étude des trous de verre traversables, portails stellaires et énergie négative, dirigée par Eric Davis d'Earth Tech International Incorporated. Une autre portait sur le camouflage d'invisibilité, tandis qu'un troisième axe explorait le moteur à distorsion, l'énergie noire et la manipulation des dimensions. Dirigé par un physicien théoricien affilié à l'organisation Icarus Interstellar. Comme mentionné précédemment, ces recherches ont bénéficié d'un financement d'au moins 22 millions de dollars. Toutefois, il est possible que ce montant soit considérablement plus élevé. Les raisons ayant motivé un tel investissement et les résultats obtenus demeurent inconnus du grand public. On peut supposer que les théories sur les moteurs à distorsion et les portails stellaires puissent intéresser des civilisations extraterrestres, capables de voyager à travers les galaxies pour atteindre notre planète. Malgré tout, certains observateurs ne cachent pas leur indignation face à l'attribution de fonds publics pour des recherches jugées aussi contestables.